Bonjour, Benoît Chaumont-Tours. Je voulais poser une question à notre consoeur de l'ordre. Une petite difficulté dans les cas de constat de violence faite à une femme qui ne souhaite pas porter plainte et donc pour qui nous ne sommes pas autorisés à faire un signalement. Et le constat qu'il y a une répercussion sur l'enfant qui, lui, nous oblige à un signalement. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette difficulté de respect de la parole de la mère, tout en, dans un premier temps, tout en protégeant l'enfant? J'appuie. Non, je pense que c'est... Ah, c'est bon? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc, une femme qui ne veut pas porter plainte... en judiciaire. Hein, c'est en judiciaire. Voilà. Donc, une femme qui ne veut pas porter plainte en judiciaire, il y a plusieurs hypothèses. Donc, on imagine que celle-ci n'est pas dans un danger immédiat avec la notion d'emprise extrême. J'imagine que c'est de cela dont vous voulez parler. On est dans le deuxième alinéa du 226-14. Absolument. Donc, elle ne souhaite pas aussi, si je comprends bien, que vous fassiez un signalement vous-même au procureur des violences qu'elle subit. Absolument, oui, c'est ce cas de figure. Oui. Alors déjà, moi je pense une chose, pour cette femme, et après on parlera pour l'enfant, pour cette femme, il faut faire un certificat médical descriptif. Ça, alors, je suis bien d'accord. Et je vais vous expliquer aussi un processus que vous devez peut-être connaître, mais qui est récent. C'est France Victime développe en concertation et grâce à la chancellerie un dispositif, c'est comme un coffre-fort, ça s'appelle Mémo de vie, où tous les certificats que vous faites, si la victime les prend, elle peut le mettre en toute confidentialité, c'est inviolable, dans son coffre-fort. Le jour où elle décidera qu'elle se sentira le courage de porter plainte, elle sortira toutes les preuves. Et c'est important que vous le fassiez parce que dans ces éléments-là, si vous voulez, la justice va pouvoir identifier ces notions d'emprise qui sont complexes à prouver. Bon, ça c'est la première chose, donc vous faites un certificat. Elle l'accepte. Vous lui conseillez d'ouvrir un coffre-fort qui s'appelle Mémo de vie pour qu'elle puisse le mettre. Qu'elle ouvre où? Alors, il faut qu'elle aille sur le site de France Victime. Alors, j'en fais la promotion, je suis désolée, mais bon, c'est tellement important que vous allez sur le site de France Victime et ils vont vous expliquer tout cela. Bientôt dans la rubrique du CNOM Vigilance, Violence, Sécurité, au congrès du CNOM, j'ai invité France Victime, le directeur de France Victime, pour que j'en puisse faire une information aux médecins de ce dispositif. Donc, vous ne l'ouvrez pas pour elle, bien évidemment, parce que c'est de sa responsabilité, mais il faut lui conseiller. Elle peut y mettre certificat, photo, elle peut faire aussi un journal personnel où elle va écrire progressivement tout ce qu'elle vit. Donc ça, c'est hyper important. Sachez que ça peut durer des années pour qu'elle porte plainte, qu'elle arrive à porter plainte. Donc, vigilance encore, une fois j'en profite, sur la rédaction. Hein, parce que vous pouvez vous retrouver avec une plainte sur un certificat que vous avez fait quelques années antérieurement. Hein, c'est aussi le risque. Bon, pour la femme, on a réglé éventuellement la démarche que vous pouviez éventuellement faire. Pour l'enfant, je crois que dans des circonstances comme ça, faut apprécier le danger, le risque de danger. Si réellement il y a un danger imminent pour l'enfant, c'est bien évident qu'il va falloir faire un signalement. Si vous ne vous sentez pas le courage de faire le signalement, le conseil que je vous donne, et après peut-être que Maëlle en donnera un autre, mais le conseil que je vous donne, c'est de vous rapprocher d'une collégialité. Aujourd'hui, vous avez à peu près 60 UAPED de constituer sur le territoire français. Bon, bien sûr, il n'y a pas une unité dans chaque département, mais vous pouvez en avoir une à votre proximité. C'est des unités d'accueil qui vont vous permettre de régler ce dilemme éthique et déontologique si vous ne vous sentez pas le courage de faire le signalement judiciaire. Dans la plupart des cas,
si vous êtes un petit peu en amont du véritable danger immédiat, c'est l'information préoccupante qu'il faut faire, oui, l'IP. Ça, bien sûr, et voilà. De toute façon, dans une situation comme ça, c'est ce que je ferais. Si le danger n'est pas imminent, une information voilà. préoccupante, oui. Sinon un signalement. Oui. Mais est-ce que dans ce cas de figure, je ne suis pas en contradiction avec... Non. Parce qu'il peut évidemment y avoir... Non, non. Alors, vous êtes complètement dans les règles et le respect de l'éthique et de la déontologie. Hein. Donc, le seul souci, c'est attention à la rédaction. Parce que les auteurs de violences, comme je vous l'ai dit, sont pervers, intelligents, porteront plainte contre vous. Hein. Ça, c'est... Je veux dire, voilà. Et dans le 226-14... En dernier, bien sûr, on vous dit que vous n'avez aucun risque sur votre responsabilité civile, pénale et disciplinaire. Mais ça, c'est bien gentil de savoir que vous n'avez aucun risque. N'empêche que quand on porte plainte, il y a les poursuites et c'est après la transmission à la chambre disciplinaire que si vous avez fait les choses de bonne foi et correctement, ok, il n'y a plus de plainte. Mais en attendant, entre le dépôt de plainte et l'analyse en chambre disciplinaire, il s'écoule 12 mois. C'est ce qu'on appelle des poursuites. Et c'est ça qui vous flingue, qui vous rend malade. Hein. Alors, il faut savoir que j'ai un projet législatif concernant la protection du médecin en évitant ces poursuites juridictionnelles. Malheureusement, j'ai été soutenue par de nombreux ministres qui ont tous... c'est la valse. Hein. Donc, tant qu'il n'y aura pas de stabilité gouvernementale, ce projet législatif ne verra pas le jour. Le jour où ce projet législatif verra le jour, il faut savoir que vous serez considéré comme un traitement de l'article 4124-2, et on fera un -1, qui fera qu'un médecin, quel qu'il soit, milieu hospitalier ou libéral, parce que c'est le libéral qui est exposé, fera que la plainte, si elle existe, sera analysée par le conseil départemental de l'ordre des médecins où il est inscrit. Je vous l'ai dit et je vous l'ai assuré, la commission VVS va prendre de la compétence, aidera le conseil plénier à dire le signalement, l'IP est fait de bonne foi, dégagez, circulez, il n'y a plus de plainte. Voilà. Très bien. Je parlais... On va prendre peut-être une autre question là-bas. Je vous laisserai échanger peut-être après. Là. C'est juste pour que tout le monde puisse poser. Je vois qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Il y en a aussi en haut. Allez-y. Bonjour, je suis médecin généraliste dans la Vienne. Moi, j'avais une question par rapport à ce qui a été dit sur le fait que les signalements et IP ne doivent pas être dans le dossier médical. Oui. J'aurais voulu des précisions là-dessus, parce que, en fait, dans un cabinet de groupe où des familles sont suivies un peu conjointement par plusieurs médecins, souvent, ou typiquement quand on a des remplaçants, moi, plusieurs fois, j'ai des remplaçants qui ont fait un signalement ou une IP. Et quand on est rappelé après pour avoir des infos, c'est bien qu'on l'ait quand même, qu'on l'ait quelque part. Et puis en plus, des fois, ça nous permet quand même en tant que médecin traitant de prendre conscience de choses qu'on n'avait pas vues. Alors, quand on dit que le signalement ou l'IP n'est pas une pièce formalisée du dossier médical, c'est pour vous protéger, hein, qu'on le dit, hein, tout simplement. Parce que légalement, ce n'est pas une pièce du dossier médical. Par contre, vous devez consigner tous les éléments qui vous ont permis de faire l'IP. Et rien ne vous empêche de mettre signalement réalisé, mais certainement pas de mettre le document qui a été transmis à la CRIP ou le document signalement judiciaire qui a été transmis au procureur de la République. Hein. Ces documents-là, transmis, rédigés, ne peuvent pas être transmis à un autre professionnel de santé. Même si il n'y a pas le secret partagé pour ce document. Mais par contre, tous les éléments qui vous ont permis d'aller jusqu'à la démarche, vous le consignez dans le dossier médical. Ça, c'est clair. Donc, il faudrait stocker pour l'information, le document d'information préoccupante ou du signalement
dans notre ordinateur, mais pas dans le dossier médical du patient, en fait. Voilà. Conserve un doux, mais pas Voilà, dans le dossier. ce n'est pas une D'accord. pièce formalisée et ce n'est pas accordé, ce n'est pas une pièce formalisée du dossier médical, pour la bonne et simple raison, quand on a des dossiers partagés comme tous les cabinets de groupe maintenant, hein, votre collègue n'a pas à lire votre IP, ou que vous, en off, s'il a été amené à voir l'enfant, et en off vous demande, en off peut-être, mais normalement, dans le dossier médical, vous devez consigner tous les éléments qui vous ont permis de faire la démarche. Très bien. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais il faut faire très attention à cela. Hein. Ouais. On prend une autre question, en mots peut-être, et puis après on revient. Allez-y. En tant que Laurent Moiseau, je suis médecin généraliste à côté de Niort. En tant que médecin de famille, moi, je suis souvent confronté à des situations où je dois à la fois soigner la souffrance de l'agressé et la souffrance de l'agresseur. Ce qui, effectivement, vient des fois complexifier la gestion de ces situations qui ne sont pas si rares. J'aurais besoin d'avoir votre regard ou votre expertise sur comment est-ce qu'on peut réussir à résoudre ces situations, parce que pour moi, par exemple, c'est généralement un frein au signalement, parce que je vois très bien que la mère est négligente et source de plein de carences auprès de son enfant. Par contre, la mère a elle-même été victime de violences conjugales, son mari est en prison, elle est complètement débordée, elle est précaire, etc. Je me vois mal lui dire, là je vais faire une information préoccupante parce que vous n'êtes pas en capacité de gérer votre enfant. Et surtout, je leur dis, est-ce qu'on pourrait faire ça? Je leur parle d'accompagnement éducatif en milieu ouvert. Et puis, en fait, la plupart du temps, ils disent non parce qu'ils ont aussi extrêmement peur des services sociaux. Mais ça peut très bien être le mari qui tape sur sa femme parce qu'il a lui-même été victime ou exposé à des violences dans l'enfance. Enfin, c'est toutes ces problématiques-là qui sont compliquées à gérer. On parle beaucoup des victimes de violences et finalement, dans tout ça, on oublie que Oui. Alors on va peut-être pas prendre la défense des auteurs, mais, mais comment est-ce qu'on accompagne les auteurs? Ils ont souvent été victimes aussi de violences avant, mais je laisse leur répondre. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Ouais. Il faut surtout pas vivre l'information préoccupante comme une punition qu'on fait. Il y a une évaluation qui est faite. C'est souvent constructif, ça apporte de l'aide. Et pour le coup, c'est rendre service à l'enfant, évidemment, et à cette maman qui est en difficulté, puisque du coup, le fait de lui faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, peuvent lui permettre de se rebrancher dans une relation de parentalité qui correspond plus à ce qu'on attend. Donc, ce n'est pas une punition de faire l'information préoccupante. Merci Laure. Et quand on s'occupe de l'agresseur? Il y a des associations qui peuvent aussi être... Oui. Vas-y. Alors, j'ai été confrontée à la situation, c'était trop compliqué pour moi. J'ai la chance de travailler dans un cabinet de groupe. J'ai trouvé un prétexte pour orienter, du coup, c'était l'auteur, puisque j'étais dans la confidence des violences subies par sa compagne avant, à un collègue du cabinet, en lui expliquant brièvement, sans rentrer dans les détails, mais que je ne pouvais plus m'occuper de cette personne pour qu'il soit quand même dans une prise en soin qui continue. Et puis il existe en effet des associations aussi pour les auteurs de violences qui peuvent être un secours pour elles et les aider dans leur parcours. Moi, je veux très rapidement dire que aussi, on peut dire quand c'est pas possible et tout ça, ça peut arriver aussi de prendre en charge les deux membres du couple. Enfin, malgré qu'on sait qu'il y a la violence. Voilà. Et c'est vrai que quand vous êtes isolé, Laure vous l'a expliqué, il y a le maillage territorial qui est hyper important quand vous êtes dans ce dilemme. Hein. Il ne faut pas rester seul dans ce dilemme. Pour les auteurs, vous avez une fédération, la Fédération des Criaves, d'ailleurs c'est Hélène Moncani de Toulouse, qui est la présidente des Criaves et qui a développé dans beaucoup de départements, et je crois dans chaque département, des Criaves qui sont des cellules qui prennent en charge les auteurs. Alors je crois qu'ils sont très spécialisés dans les violences sexuelles, mais il faut savoir que vous pouvez être aussi épaulé par les Criaves. Hein. Ils sont dans chaque département. Ah pardon, alors voilà l'information. Très bien, on prend une autre question. Je ne sais pas s'il y en a en haut là ou là. Ah oui, en haut là, on fait des signes. Allez-y. Bonjour, docteur Loyès, je suis médecin généraliste normal.
Et depuis un peu plus d'1 an, je suis médecin référent du réseau VIF de mon secteur. Donc réseau VIF, pour ceux qui ne connaissent pas, réseau de tout professionnel du social, médico-social, médical, pouvant être sur le parcours d'une victime, donc association d'aide juridique, CAF, protection de l'enfance, etc. Dans ma mission, je me suis donné d'essayer justement sur mon territoire d'améliorer les pratiques des professionnels de premier recours dans le repérage et la prise en charge, et j'ai des pistes de freins à lever. J'aurais voulu savoir si les experts ici avaient des retours de littérature ou d'expérience sur l'accompagnement des professionnels de santé. Quand on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est vraiment extrêmement dur quand même, hein. On est face à des situations très difficiles. Et c'est pas un certificat et basta, c'est un marathon, c'est de l'accompagnement qui peut durer des mois, des années, avec des rechutes. C'est vraiment difficile. Donc moi, au sein du réseau, je bénéficie de supervision avec un psychologue. On est en train de monter un groupe de travail à la maison de santé. Il est hors de question que j'embarque mes collègues là-dedans sans qu'ils aient à minima échange de pratiques ou supervision. Donc est-ce que vous avez des retours là-dessus ? L'intérêt d'avoir en fait un médecin référent, c'est-à-dire j'ai un collègue qui a passé le DU médecine du sport, je lui envoie mes patients quand j'ai problème de médecine du sport. Est-ce que ça pourrait se faire d'avoir un petit peu la même chose avec la prise en charge des VIF? Donc moi je suis inscrite pour l'année prochaine au DU de Brest. Je ne sais pas s'il y a des Brestois là, mais à bientôt. Et troisièmement, le besoin de sensibiliser des professionnels auxquels on ne pense pas forcément, mais il faut, en fait, dans la prise en soin de ces victimes, pas forcément directement sur la question des violences qu'elles ont subies, mais sur toute prise en soin, c'est-à-dire une victime qui souffre de traumas psychiques complexes, qui va pour des soins dentaires, et c'est pas n'importe quelle attitude à adopter par le professionnel, qui va chez le kiné pour une lombalgie, c'est pareil, sachant que c'est souvent des patients qui peuvent entraîner des situations de rejet par les professionnels de santé pour tout un tas de raisons. C'est très dur à dire, mais c'est une réalité. On va voilà. laisser la Et parole. juste la personne derrière moi, elle voulait juste, s'il vous plaît, de remettre le QR code des formations. Ah, d'accord, mais ça je peux le C'est pas faire. une question. D'accord, on va essayer de faire, si on veut, alors il est 42, on va essayer de répondre à cette question rapidement et peut-être d'en prendre une ou deux autres, mais on va faire question courte, réponse courte avant la pause. Je vais juste parler de mon expérience, mais effectivement, je pense que de se connaître, de connaître les compétences de chacun, optimise la prise en charge des patients, bien sûr, et nous permet, nous aussi, de nous tranquilliser dans nos propres émotions. Il faut faire attention à son état émotionnel, effectivement. Et quand on a fait ces réunions sur Ghana d'information et que la psychologue est venue nous voir, elle nous propose aussi en parallèle parfois de l'aide. C'est quelque chose qui se construit et ça dépend forcément des ressources locales, mais à plusieurs, ça marche mieux, effectivement. On prend une dernière... Ah, tu voulais répondre, Émilie, pardon. Non, vas-y. Donc oui, pour compléter cela, c'est vrai qu'on a dit beaucoup agir, vous poser la question, tout ça, et bien sûr, je suis totalement d'accord avec ça. Néanmoins, gardez en tête que parfois, dans le agir, sauf bien sûr danger immédiat et tout, il peut y avoir ce côté, en tout cas, gardez en tête, souvent, notamment, je parle de violence conjugale, on décide à leur place, et justement, il n'y a plus non plus d'autonomie, plus de décision. Dans le agir, ça peut être en fait des fois enlever ce côté, tu avais mis les Avengers, ce côté super-héros, on veut changer le truc, mais justement se mettre en retrait, plutôt se présenter comme un guide, comme un accompagnant qui peut donner les ressources, avec des moments quand même un peu plus directifs, parce que où je vais, mais des fois dans le agir, dans la temporalité de la victime, il peut y avoir ce côté mise en retrait, et de garder ça en tête pour ne pas se sentir en effet frustré, qu'en effet, il y a cet aspect de temporalité, et aussi garder en tête qu'il y a le temps de la consultation, mais un peu comme le côté approfondir de ta formation, on peut donner des ressources à la victime pour qu'elle mûrisse le truc, et en fait, il peut se passer aussi des choses entre deux consultations. Et juste pour finir 2 secondes, le fait d'en parler et de sensibiliser les collègues, ils trouvent leurs ressources aussi. Par exemple, nos kinés se sont intéressés à des nouvelles manières de toucher,
rentrer en contact avec le corps des victimes. Je ne me souviens plus du nom, mais bon. Et elles font des formations et ils trouvent aussi de ressources. Enfin, on ne va pas juste les mettre dans un truc affreux où tout fait peur et où on ne sait plus comment faire. Tous les autres professionnels comme nous s'auto-forment et du coup prennent conscience des choses et puis trouvent des ressources aussi au sein de leurs différentes professions. Allez, une dernière question en bas à droite. Julie, je voulais compléter quand même. Par rapport à la question, vous avez un DU, alors j'ai aucune action nulle part, hein, mais vous avez un DU sur la notion du contrôle coercitif et qui vient complètement expliquer la nécessité justement de faire repérage, dépistage précoce pour pouvoir être dans l'action, mais pondéré, en concertation avec la victime pour pouvoir l'accompagner. Et je crois que vous pourriez avoir des clés dans ce que vous cherchez. Voilà. Allez, dernière question de ce coup-ci. J'y vais. Voilà. Merci du coup pour cette avancée à venir sur le traitement équitable des médecins en libéral et la fonction publique concernant les plaintes suite à des signalements. Du coup, je vais un peu plus loin parce que c'était ma question primaire. Il y a l'enquête du Conseil de l'ordre qui est ressortie qui dit que 50% des femmes médecins ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles de la part de leurs collègues. Moi, je reçois un nombre incalculable de victimes qui ont vécu des violences, notamment sexuelles, dans le cadre du soin. Et la réponse que j'ai de mon Conseil de l'ordre, c'est que rien ne sera fait tant que la patiente ne porte pas plainte. Est-ce qu'il est possible de créer au sein des Conseils de l'ordre un espace pour recevoir ces personnes, leur expliquer leurs droits ? Parce que quand j'entends qu'une patiente s'est fait violer en 91 et que le médecin exerce toujours, je suis née en 91, ça fait un moment et je suis sûre qu'elle n'est pas la seule. Et de ne pas avoir de levier d'action dans ces cadres-là, c'est très frustrant. Alors, il y a aussi des kinés, il n'y a pas que des médecins, mais voilà. Alors, je vous remercie de me poser cette question parce que je ne l'aurais pas évoquée dans la mesure où, là, on n'est plus dans les vifs. Hein. Alors, c'est une restitution qui s'est faite, on est aujourd'hui quoi, vendredi ? Oui, on est vendredi. C'est une restitution qui a été faite en conférence de presse mercredi. En réalité, une enquête sur 21 000 répondants. 21 000 répondants. Donc déjà, je remercie les médecins qui ont répondu à cette enquête. Hein. C'est énorme, ça n'a jamais été fait. À l'initiative du CNOM, j'ai construit l'enquête. Nous avons interrogé les médecins inscrits à l'ordre et les docteurs juniors, parce que nous n'avons pas le droit d'aller interroger les autres internes, hein, c'est la raison et les externes, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu aller plus loin dans le cursus. 65% des médecins interrogés ont répondu avoir connaissance des VVS, aussi bien dans le parcours étudiant que dans le parcours professionnel. 54% ont dit qu'ils ont été victimes de violences sexuelles et sexistes, quelle que soit la victime, quel que soit l'auteur, parce que l'auteur peut être pas forcément un de nos collègues, hein, ça peut être du moment que c'était... On l'a interrogé aussi bien dans le parcours étudiant que dans le parcours professionnel. Alors là, par contre, entendez bien, 49% de ces médecins ont 29% ont déclaré avoir été victimes par un de nos collègues médecins et 49% des femmes ont déclaré avoir été victimes par nos collègues, j'ai même des difficultés à le dire, médecins, aussi bien dans le parcours étudiant que dans le parcours professionnel. Donc c'est une femme sur deux. Hein. Une consoeur sur deux a dit avoir été victime de violences sexuelles et sexistes par un de nos confrères inscrits à l'ordre. Voilà, donc pour répondre à votre question, déjà, j'ai pris le soin de vous expliquer le dispositif Vigilance, Violence, Sécurité. Sachez que de toute façon, vous avez des élus pour écouter les victimes. Aujourd'hui, les directives que je donne, on n'écoute pas une victime en présence de l'auteur. Déjà, c'est le basique du basique. Hein, voilà. Si la victime ne veut pas porter plainte, on l'accompagne. Il y aura des ressources, on va mettre en place beaucoup de choses. Et encore une fois, je vous le dis haut et fort, un médecin qui a commis un crime, un viol, sera radié. Merci. Merci pour cette réponse qui a la fermeté, je pense, qu'on attendait.
Merci.